il y avait une mesure, la mesure 29, qui a commencé à faire bouger les choses, qui demandait de lever les obstacles à la réinsertion professionnelle des personnes atteintes de cancer. Alors, ce que nous avons mis en œuvre, la Ligue, ici dans le département, c'est un programme qui s'appelle Pacte 06, qui s'appelle Programme Action Cancer Toute Entreprise, mais qui est très spécial, je vais vous l'expliquer. Et toute la démarche, la prise en main de ce dossier et toutes les démarches qui s'en suivent sont faites par notre secrétaire général, et vous allez voir dans quel cadre. Alors, et tout à l'heure, quand je vous aurai tout expliqué, Aurélie Graal, notre psychologue, vous parlera des sensibilisations, vous comprendrez. Alors, bon, ça c'est la brochure. Le contexte, c'est donc cette mesure, sachant que dans le plan cancer 2009-2013, c'était la première fois qu'une association, c'est-à-dire la Ligue en l'occurrence, était pilote et copilote de la mise en place de mesures. Nous étions pilotes de 2 mesures et copilotes de 3. Sachant que la réinsertion professionnelle, nous n'étions ni pilote ni copilote, mais quand un plan cancer sort, la Ligue contre le cancer regarde toutes les mesures qu'elle peut mettre en place, aussi bien au niveau national que départemental, ou que régional maintenant, sachant également une chose, et ça je voulais vous le signaler parce qu'on a eu quelques réactions, c'est que par exemple sur la sortie du nouveau plan cancer, on a entendu que l'État mettait 1,5 milliard d'euros pour les applications du plan cancer. Je voudrais que nous soyons clairs à ce niveau-là. La Ligue contre le cancer, sur ces 1,5 milliard d'euros, reçoit 0 centime. Voilà, ce n'est pas destiné aux associations qui luttent contre le cancer. Je tenais à le préciser. Alors, tout à l'heure, vous avez eu des explications sur la prise en charge du malade. Aussi bien la prise en charge psychologique et physique à l'Espace Ligue, où nous avons une référente qui est donc Géraldine Mathieu, vous avez vu tout à l'heure, qui s'occupe de l'action pour les malades sur tout le département. Nous avons à l'Espace Ligue une avocate bénévole qui est là pour le soutien juridique pour les malades. Nous pouvons les soutenir financièrement quand ils traversent une période délicate financière, et nous jouons un rôle d'interface avec Pôle emploi et la MDPH. La MDPH étant donc la maison départementale des personnes handicapées. Non, c'est de ce côté que je fais. Je me trompe. Voilà. Alors, quelques chiffres. Constat. 53% des personnes actives avant la maladie disent n'avoir pas eu d'informations sur l'emploi ou des informations sur les aides. Les chefs d'entreprise interrogés ont une connaissance partielle des dispositifs envisageables. Et la plateforme EDA de la Ligue nationale, je vais vous expliquer ce que c'est. Un quart des appels à la permanence juridique concernent la vie professionnelle. La plateforme EDA a été mise en place au siège de la Fédération à Paris, où vous avez en permanence au téléphone des avocats, des juristes bénévoles qui sont à disposition du public qui appelle de toute la France pour avoir des informations dans des tas de domaines, aussi bien dans le domaine de l'emprunt que des assurances, parce que vous savez que c'est aussi notre effet collatéral, c'est que quand vous avez eu un cancer, vous avez un problème pour, par exemple, acheter un appartement. Mais cette plateforme, qui reçoit énormément d'appels dans l'année, un quart de ces appels concernent la vie professionnelle. Alors, ici dans le comité, dans les Alpes-Maritimes, nous nous sommes dit que beaucoup de choses étaient déjà faites pour les malades. Beaucoup de choses par la Ligue, la prise en charge, comme vous venez de le voir, hein, aussi bien psychologique, physique, financière que juridique, mais également par d'autres organisations, MDPH, Cap Emploi, Handijob, etc., etc. Et qu'il y avait un pan entier qui n'avait pas été abordé, c'était que prendre en main un malade atteint du cancer, qui a soit perdu son travail, soit est en arrêt et redoute la reprise. Si on le renvoie dans un milieu hostile, c'est-à-dire le milieu de l'entreprise, hostile par méconnaissance ou par peur, hein, pas par méchanceté bien évidemment, eh bien le travail ne pouvait pas être complet. Alors ici nous nous sommes dit, comme les malades sont pris en charge déjà
pas mal dans le cadre de la réinsertion professionnelle, nous allons aller proposer aux entreprises de les gérer, de les aider à gérer ce problème-là, parce que, évidemment, que le plus gros problème qu'ils ont, il est double, il est professionnel. Ils ne se sont jamais trop demandé, pas tous, mais trop demandé comment on va gérer si demain une personne a un cancer. Puis il est humain, parce qu'un DRH ou un patron a la même peur du cancer que n'importe quelle personne, puisqu'il est avant tout une personne. Alors, que proposons-nous aux entreprises? On leur propose déjà de les informer sur toutes les missions de la Ligue, de façon à ce qu'ils fassent passer auprès de leurs salariés des informations sur la Ligue, sur tout ce que vous avez pu voir cet après-midi. Nous leur proposons de faire des conférences et des animations sur la prévention. On peut avoir une entreprise qui nous demande de faire par exemple une conférence sur la prévention soleil, parce que, étant dans le bâtiment, ayant des ouvriers sur les chantiers, il est parfois plus facile de demander à un acteur indépendant extérieur de venir dire à des salariés de se protéger contre le soleil que de le dire directement quand on est la direction, parce que c'est souvent vécu comme un ordre et pas comme un conseil. On peut faire des conférences sur les cancers, l'organisation de groupes de parole, on peut les informer et les écouter avec la visioconférence, et on peut leur mettre à disposition une multitude de documents. Mais, à côté de ça, on a mis en place une sensibilisation. Alors, nous n'avons pas appelé ça formation, on a appelé ça sensibilisation, et d'ailleurs, je vais vous expliquer pour qui, mais déjà dans le titre, vous comprenez tout. Comment se comporter face à un salarié ou un collègue de travail atteint d'une pathologie lourde à l'annonce de la maladie, pendant son absence et à son retour. Parce que, effectivement, il n'y a pas que le retour, il n'y a pas que l'absence, mais il y a aussi souvent l'annonce de la maladie. Et nous savons, et on marque un salarié ou un collègue tout simplement parce qu'une équipe dans un service qui travaille ensemble depuis des années peut être déséquilibrée parce qu'un de leurs collègues a un cancer ou un de leurs collègues est parti en longue maladie sans avoir dit ce qu'il a, et quand on ne dit pas ce qu'on a, très souvent, ça revient à « il a un cancer », très souvent. Alors, nous avons, et je vais vous les développer après, mis en place des partenariats, qui sont des partenariats aussi bien d'aide financière pour la Ligue, que de partenariats de travail pour les malades, et aussi bien de partenariats de communication, parce que maintenant, il va falloir que l'on communique là-dessus, surtout, pas tellement vis-à-vis des entreprises, mais vis-à-vis des malades, qu'ils sachent certaines opérations qu'on a mises en place et dont je vais vous parler. Alors, Pôle emploi, nous avons signé une convention de partenariat avec Pôle emploi. Ils sont quand même bien placés pour avoir du monde qui passe chez eux en recherche d'emploi. Et nous avons formé dans chaque agence Pôle emploi un référent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui a eu un cancer et qui sait pertinemment que ça sera un problème de trouver un boulot parce qu'il y a la fatigue qui va avec au début, il y a la perte de mémoire, il y a l'angoisse, il y a parfois une déconnexion avec la société pendant quelque temps. Il va à l'agence Pôle emploi et il est un peu perdu parce qu'il est mélangé à tout le monde. Aujourd'hui, ils savent qu'en allant dans une agence Pôle emploi, ils peuvent demander à l'accueil « je voudrais rencontrer un référent parce que j'ai eu un cancer ». Et qu'ils vont être écoutés de manière différente et conseillés de manière différente. Cette convention, on l'a signée au mois de juin. Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave, l'année dernière. Nous avons, et je vais vous le montrer après, fait un forum débat à Nice Matin. À la suite de ce forum débat, qui a eu lieu le 5 novembre, entre ce forum débat et il y a à peu près 15 jours, Pôle emploi nous a dit qu'il y avait déjà 25 personnes qui s'étaient rapprochées d'eux avec ce problème-là, et que pour tous ces gens-là, des solutions avaient été trouvées, et en tous les cas, l'angoisse enlevée, ce qui est pour nous très important. Deuxième convention de partenariat que nous avons signée, c'est avec le comité régional olympique et sportif. Ça peut vous paraître étrange, que vient faire un comité olympique avec nous.
Ben, tout simplement, c'est parce que comme nous allons aller, et comme nous allons dans les entreprises pour les aider, nous essayons de faire passer aussi qu'en matière de prévention, l'activité physique et le sport, c'est quand même un sacré bon moyen. Alors, non seulement un bon moyen de prévention contre le cancer, mais un bon moyen de prévention contre beaucoup de maladies, et aussi, il y a une notion d'équipe, de bien-être physique, et évidemment, les entreprises, ça les percute, parce que quelqu'un qui est en forme est plus productif que quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Ça permet aussi, par rapport aux malades, de faire prendre conscience à une entreprise, évidemment là je parle des grosses entreprises, c'est de mettre en place des systèmes d'activité physique, parce qu'une personne qui a eu un cancer, on le sait, nous aussi, et vous aussi, mais nous le savons, nous avec l'Espace League et avec l'atelier de gymnastique adaptée, qu'une personne qui a eu un cancer et qui vous dit « je peux plus marcher, je suis fatigué, je ne peux pas faire tous les gestes », quand elle rentre dans l'atelier de gymnastique adaptée, au bout de quelques temps, elle se rend compte que la dépense physique lui est bénéfique et qu'en réalité, elle reprend une dynamique qu'elle n'avait plus, qu'elle ne croyait plus avoir. Donc voilà l'intérêt. Alors, avec Nice Matin, un partenariat sur de la communication, j'en reviens toujours, excusez-moi, mais comme je suis le directeur de la Ligue, je suis un peu accro à ça, il faut que j'arrive à communiquer, il faut que nous arrivions à communiquer sans que ça nous coûte de l'argent, et parce que l'argent, c'est l'argent de nos donateurs quand même, et ils nous le donnent pas pour faire de la pub, mais pour aider les malades. Alors, on a la chance d'avoir ici des médias qui jouent réellement le jeu. Nice Matin a donc organisé un forum débat, qui a donné lieu d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, à 2 pages dans les pages santé quelques jours après, ce qui fait qu'une grande partie de la population est informée là-dessus, et où nous avions, je ne les ai pas tous en tête, excusez-moi, mais au niveau des conférenciers, donc le professeur Schneider, Aurélie Graal, qui est notre psychologue, qui vous parlera tout à l'heure, monsieur Renaud, si ma mémoire est bonne, qui est le directeur de Pôle emploi, madame Barral, qui est la directrice de la MDPH, monsieur Yves de Langlade, qui est le directeur de Malakoff Médéric, monsieur Jean-Claude Cochat, qui est notre secrétaire général, donc qui a en charge le programme Pacte, monsieur Jean Blandin, qui est le DRH de Façonnable, et vous allez voir après pourquoi DRH de Façonnable, c'est pas pour bien habiller nos malades. Cette dame-là, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais c'est la DRH ou l'assistante DRH de la Société Générale. Voilà. Et bon, ça c'est lui. Alors, ça a été très important. Enfin, je reviens là-dessus, excusez-moi. Ça a été très important parce que on a pu faire passer le message à tous les lecteurs de Nice Matin. Mais au-delà de ça, il faut savoir que d'ici 15 jours, 3 semaines, je n'ai plus la date en tête, Pôle emploi, la MDPH, la NDRH et la Caisse primaire d'assurance maladie, eh bien nous allons nous réunir autour de la table, c'est-à-dire la Ligue a cette possibilité que non pas les institutions, mais en tant qu'association, de dire réunissons-nous et voyons ce que nous pouvons faire ensemble. C'est plus facile pour la Ligue de le faire que de la CPAM dire ça à Pôle emploi ou de Pôle emploi dire ça à la MDPH, etc., parce que ce sont des institutions. Et nous allons donc organiser une première réunion de travail pour voir ce que nous pouvons mettre ensemble en place dans le département pour aider les personnes atteintes de cancer dans la démarche de réinsertion professionnelle. Donc ce débat, ce forum débat à Nice Matin a eu beaucoup d'effets. Alors tout à l'heure je vous parlais de M. Blandin, le DRH de Façonnable. Pourquoi? Parce qu'en dehors de sa casquette de salarié, il est président de l'ANDRH. L'ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH, mais pour le département, ce sont des DRH qui se réunissent une fois par mois pour échanger sur leur vie professionnelle. Ils nous ont invités à une de leurs réunions. Il y avait une 50aine de DRH, donc d'entreprises différentes. Nous avions 1 heure d'intervention de prévu, ça n'a duré que 2h15. Personne n'est parti, personne n'était sur son iPhone ou sur sa tablette, et les échanges ont été très fructueux. Ça fait partie des actions importantes de gens qui nous aident pour faire passer le message, et là on était réellement au cœur du dispositif, parce que parler directement avec une 50aine de DRH,
c'était quand même très important, parce que c'est eux qui ont ça en main. De la même façon, François, que ce matin tout à l'heure, l'année dernière, en début d'année, vous savez, vous ne savez peut-être pas, le samedi matin, il y a une émission qui s'appelle La Voix est libre. Eh bien, ils nous ont invités, et nous avons passé 50 minutes d'émission à 1 heure de grande écoute, puisque c'est une émission qui est très regardée, il y a le journal télévisé en plein milieu, donc ça tombe très bien, sur la lutte contre le cancer et sur le programme Pacte. Donc vous voyez, on a en plus de ça dans le département la chance en matière de communication. Et 2 partenaires financiers. 2 partenaires financiers que sont Malakoff Médéric et la Caisse primaire d'assurance maladie. Malakoff Médéric depuis le début, puisque nous avons commencé à lancer ce programme il y a 2 ans, mais les préparations s'étaient passées 1 an avant, nous a soutenus financièrement, tout simplement en nous donnant de l'argent pour éditer des brochures que nous donnions et que nous donnons aux entreprises. Ils ne nous ont pas donné de l'argent, mais ils nous ont permis de ne pas en dépenser, parce qu'il faut bien donner un dossier aux entreprises qui nous permettait de ne pas dépenser d'argent. Et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a été très interpellée par cette démarche, et qui voit aussi, pour eux, un intérêt à long terme, eh bien, nous donne une subvention pour le développement de Pacte 06. À savoir, bien que ça soit particulier, c'est assez particulier, mais ça a son importance. Vous savez que les rapports entre les associations en matière de santé et les laboratoires pharmaceutiques, c'est toujours un peu délicat. Jusqu'où pouvons-nous aller dans les relations avec des laboratoires pharmaceutiques? Cela dit, Sanofi, chaque année, fait un gros congrès à Paris, en fin d'année. Et l'année dernière, c'était sur le thème du cancer. Et il y avait 4 tables rondes. Ils nous ont demandé, sur la table ronde sur la réinsertion professionnelle des personnes atteintes de cancer, la possibilité de pouvoir faire un film sur ce qui se passait ici. Le film a été fait par Sanofi, il a été projeté lors de cette table ronde, et juste, c'est pour le plaisir, mais c'est pour se dire, ça va au-delà du plaisir, c'est se dire, on a vu juste. Sur les 4 films qui ont été présentés, un seul a été applaudi. Je ne vous dis pas lequel, mais j'en suis ravi. Voilà. Alors, pour terminer là-dessus, et avant de passer la parole à Aurélie, qui, elle, va vous expliquer réellement ce qu'est cette sensibilisation, les retours qu'elle a eus dans ses contacts avec les entreprises, nous avons été ravis de voir que le nouveau plan cancer 2014-2019 mettait l'accent encore plus sur accorder une priorité au maintien et au retour à l'emploi, sachant qu'également, ils veulent responsabiliser les entreprises sur l'objectif du maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi. C'est-à-dire, nous avions, nous, un peu devancé le système. Aujourd'hui, c'est écrit dans le marbre. C'est le plan cancer. On sait aussi que les plans de santé publique, ça ne se met pas en place en 6 mois, en 1 an. Hein, c'est pas parce que c'est écrit que demain, le monde ira mieux. Mais en tous les cas, c'est écrit. En tous les cas, la tendance va aller vers ça. Et nous sommes donc, dans les Alpes-Maritimes, pour les malades, avec le système qu'a mis en place la Ligue, nous sommes un peu en avance, et tant mieux pour les malades qui sont ici et qui peuvent avoir affaire à nos services. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Aurélie, après vous aurez l'occasion, on pourra discuter. Mais je vais d'abord passer la parole à Aurélie, qui va vous parler de cette sensibilisation. Aurélie. Bonjour, donc moi je vais vous parler de la sensibilisation aux entreprises dont l'objectif principal est finalement de les aider à mieux se comporter face à un salarié ou un collègue de travail atteint d'un cancer, à l'annonce de la maladie, pendant son absence et à son retour. On sait aujourd'hui qu'une personne sur 2 qui est atteinte de cancer a moins de 65 ans. Donc le maintien dans l'activité professionnelle ou le retour à la vie active sont bien des questions cruciales avec des enjeux économiques et sociétaux importants.
L'épreuve du cancer, pour faire vite, on sait qu'il y a des répercussions psychologiques, bien entendu sur les patients puisque ce sont les premiers concernés, mais ça touche aussi les proches, donc l'entourage et la famille, ce qui n'est pas notre propos maintenant, mais ça affecte évidemment le monde du travail, c'est-à-dire l'entreprise du malade, une fois que la maladie a été déclarée. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a construit le programme de sensibilisation, en fait, on s'est basé sur les 3 grandes phases classiques qu'on évoque quand on parle du cancer, qui sont des étapes incontournables. Et avec le travail qu'on fait auprès des malades à l'Espace Ligue, on s'est rendu compte, comme le disait Gérard tout à l'heure, qu'il ne suffisait pas finalement d'aider psychologiquement les patients pour que le maintien dans l'emploi ou le retour dans l'emploi se passe dans de bonnes conditions en fait. Donc on a construit le programme vraiment en miroir entre ce qui se passe pour le malade au travers des différentes étapes et ce qui se passe de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire dans l'entreprise, toujours au travers de ces 3 grandes étapes. Donc c'est ce que je vais vous évoquer aujourd'hui. Donc si on prend la première étape, sans rentrer trop dans les détails, c'est l'annonce du diagnostic, qui bien entendu pour le patient reste un choc physique et psychologique, avec des états de sidération, de tristesse, des angoisses finalement existentielles qui sont mises à mal avec des pronostics d'emblée où l'enjeu vital est mis en cause. À cet endroit-là, finalement, pour le malade, va se poser très rapidement la question de l'annonce. Dois-je l'annoncer ou pas à mon employeur, sachant que légalement, il n'est pas dans l'obligation de le faire. Si je l'annonce, à qui je le fais? Est-ce que je le fais à un collègue? Est-ce que je fais à mon responsable? Et comment, de quelle manière je m'y prends, Donc tout de suite, cette série de questions se pose dès l'annonce du diagnostic faite par le médecin. Deuxième grande étape, c'est la phase de traitement, où là, on l'a dit tout à l'heure déjà à plusieurs reprises, on est pour le malade dans une atteinte réelle ou symbolique de son intégrité corporelle, bien entendu, parce que les traitements peuvent être mutilants. La chirurgie, c'est une mutilation, avec des deuils finalement à faire, des deuils réels et des deuils symboliques, un deuil d'un organe et deuil symbolique d'une perte de place sociale, de sa place professionnelle. Donc bien entendu une multitude de souffrances associées à ce moment de traitement. Se pose à cet endroit-là pour le malade la question de l'arrêt maladie. Est-ce que la personne maintient ou pas son activité? Est-ce qu'elle en est capable? Est-ce que le traitement le permet? Est-ce qu'elle le souhaite? Donc la question pour le malade, sa problématique du moment, c'est est-ce que je suis en arrêt maladie ou est-ce que je maintiens mon activité? De quoi vais-je avoir besoin concrètement pendant cette durée de traitement? Et quelles sont mes attentes vis-à-vis de mon employeur? Qu'est-ce que je peux en attendre? Est-ce que j'attends du réconfort? Est-ce que j'attends de la présence? Est-ce que j'attends des coups de fil? Est-ce que je veux qu'on me laisse tranquille? Voilà, tout ce qui peut se passer pour le malade à cet endroit-là. La troisième grande étape, c'est ce qu'on appelle l'après-traitement, effectivement. C'est-à-dire qu'au niveau médical, on va considérer que tout est rentré dans l'ordre, que la personne est potentiellement apte à reprendre une activité professionnelle en admettant qu'elle ait été en arrêt. Et pour elle, finalement, se pose un autre problème, c'est cette difficulté, contre toute attente, d'en finir avec la maladie. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas parce que les médecins ont dit tout va bien, vous pouvez retourner au travail, que psychologiquement, on est dans un temps adapté pour le patient. Donc pour lui, il va se poser la question de la reprise. Si je reprends, quelle est la date idéale pour reprendre? À quelle fréquence? À quelle hauteur? Est-ce que je reprends à plein temps directement ou à un temps partiel? Et le cas échéant, si la médecine du travail déclare une inaptitude, effectivement, là on va être dans une problématique de mise en invalidité, ce qui est un deuil supplémentaire à travailler pour le patient.
Alors, je reprends la première phase, la phase de diagnostic, où je vous disais que finalement la question de l'annonce était une question très importante et primordiale. Donc, 3 cas de figure se présentent aux patients. Premier cas de figure, soit il décide de l'annoncer finalement sur son lieu de travail à son employeur. Il l'annonce assez rapidement, qui peut refléter une attitude combative pour affronter la maladie, qui va susciter l'implication, le renforcement et un appui social. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième choix du patient finalement de ne rien dire, de ne pas en parler. Alors, plusieurs raisons à ça, j'en prends un ou deux comme ça. Première chose, soit le diagnostic est difficile à réaliser, finalement, et à intégrer pour soi, et par conséquent sera difficilement verbalisable aux autres. La personne n'a pas du tout digéré ce qui lui arrive, on est toujours dans la phase de l'annonce, du choc psychologique, et donc dans l'incapacité finalement de le restituer à autrui, en l'occurrence son employeur. On verra à cet endroit-là des réactions d'effondrement, parfois une tendance à se replier sur soi. La raison de ne rien dire aussi, ça peut être, malgré tout, ça arrive assez régulièrement, une crainte de préjudice sur la sécurité de son poste, sur une éventuelle promotion qu'on convoitait. Ça peut être aussi peur de susciter de la pitié. Donc voilà, un certain nombre de raisons que la personne va évoquer comme étant le choix de ne pas en parler. Troisième cas de figure, c'est le choix de différer l'annonce. Donc la personne va finir par en parler, mais peut-être pas aussi directement que l'annonce qu'elle a elle-même reçue. Alors je vous ai fait là le côté du patient, de ce qui se passe pour lui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, qu'on a construit en miroir, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise? Comment va réagir finalement l'entreprise, l'employeur, face à cette annonce? On le sait, l'annonce d'une maladie grave telle que le cancer, pour l'employeur, quand je dis employeur, c'est au sens large, bien entendu, c'est la personne qui reçoit cette annonce, ça peut être le DRH, ça peut être l'assistant de ressources humaines, mais ça peut être un collègue aussi. L'annonce, elle va être déstabilisante et renvoie forcément à une représentation collective angoissante. Ça va être au centre des sujets de discussion. Alors, qui est au courant? Est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce qu'on en parle aux autres? Est-ce que la personne nous a autorisé à en parler aux collègues? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on évoque, bien entendu, dans cette sensibilisation. On peut assister à des rumeurs, à une émergence de souvenirs, à de la curiosité plus ou moins bien placée. Leur principal questionnement au niveau des entreprises, c'est surtout quoi dire, comment réagir, quoi ne pas dire, comment éviter les maladresses. Vraiment un souci d'être au plus près finalement de cette personne qui annonce quelque chose de difficile, qui va renvoyer en écho des difficultés, mais c'est surtout comment réagir et comment ne pas être à côté de la plaque et dire n'importe quoi qui serait encore plus toxique et anxiogène pour la personne. On peut voir aussi une certaine mise à distance pour certains, ça c'est un mécanisme de défense, et parfois dans le pire des cas, règlement de compte de façon détournée, finalement c'est pas plus mal que ça lui arrive à lui, ça va nous libérer une place. On ne savait pas comment lui dire de ne pas rester, et voilà. Donc ça arrive, je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais tout existe. Je passe au niveau de la deuxième phase, qui est notre phase de traitement. Ce traitement, ça va être un temps de rupture, de toute façon. Là, on arrive à 2 cas de figure. Pour le patient, soit l'entreprise est vécue comme un facteur de stress intense et un milieu conflictuel. C'est la réalité parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Auquel cas, pour le malade, l'annonce de cette maladie et le traitement va vraiment l'aider finalement à prendre de la distance avec ce contexte anxiogène et délétère. Pour certains finalement, cette maladie, ça tombe bien, ça lui permet surtout de ne plus travailler, aller voir les gens avec qui ça se passe pas bien, l'ambiance abominable et tout ce qui est toxique pour lui. Ça va véhiculer en lui une importante remise en cause de son vécu dans l'entreprise,
face à son développement personnel et dans la recherche de sens concernant l'apparition de la maladie. Pour certains, finalement, si on est dans une ambiance délétère et conflictuelle, ça peut avoir un lien, dans le sens qu'ils en mettent, vraiment de cause à effet. Je suis tombée malade à cause de tout ce qui se passe dans mon travail, d'une surcharge de travail, de harcèlement, de mon responsable qui est abominable, etc. Et là, auquel cas, on verra vraiment des réactions de colère, d'agressivité et de rejet. C'est le travail qui m'a rendu malade. C'est des choses qu'on voit. Voilà, premier cas de figure, mais heureusement, tout ne se passe pas toujours comme ça. Donc, deuxième cas de figure, l'entreprise peut être aussi vécue comme un environnement épanouissant et un milieu d'échange social. Auquel cas, bien entendu, le traitement va impliquer pour le patient une perte de sa place sociale, une perte de son statut professionnel qui peut aboutir de toute façon à minima à une remise en question identitaire, mais parfois des choses beaucoup plus graves et profondes que ça, du genre si je n'ai plus de travail alors que je l'ai énormément investi et que je n'ai que ça dans ma vie, si je n'ai plus de travail alors je ne suis plus rien, donc je n'existe plus, allant jusqu'à des angoisses d'anéantissement. C'est des choses qu'on voit. C'est pas le plus fréquent, mais ça peut aller jusque-là. Auquel cas, pour les patients, ils sont confrontés à des sentiments de solitude, d'injustice et d'incompréhension. Donc vous voyez même dans les deux cas de figure que le milieu soit vécu comme anxiogène ou épanouissant, de toute façon, ça va avoir des conséquences compliquées pour le patient. Si on se place du côté de l'entreprise, on sait aujourd'hui que le soutien social est important dans la traversée de la maladie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les gens qui sont écrits là, en 1979, et toutes les études qui suivent corroborent ce postulat. Le soutien social est considéré comme un facteur d'amélioration de la qualité de vie. Donc là, on ne parle pas d'incidence sur la survie, mais au moins un facteur d'amélioration de qualité de vie, dans le confort, dans le bien-être, dans le fait d'avoir envie de se lever le matin, etc. Donc c'est à cet endroit-là qu'on sait finalement que l'entreprise, elle a un rôle majeur à jouer pour soutenir son salarié dans cette épreuve de maladie, dans cette épreuve de traitement. Elle a des choses à faire pour justement éviter la majoration de cette situation anxiogène. Donc au final, on a deux extrémités, finalement, deux extrêmes. Pour le salarié, la question du traitement va impliquer soit un arrêt de travail, et il s'agira pour l'entreprise, en miroir, de gérer l'absence du salarié, puisqu'il n'est plus là. Comment est-ce qu'il va la gérer ? Soit le salarié décide de maintenir son activité, donc on est bien en amont de la reprise, finalement les choses elles se passent dès l'annonce du diagnostic et pas seulement quand on remet le pied après toute cette épreuve. Le maintien de l'activité pour le malade va impliquer pour l'entreprise un aménagement du poste, bien entendu, en autorisant par exemple les absences pendant le traitement pour les consultations et plein d'autres choses que je n'ai absolument pas le temps de développer maintenant. Voilà, nous passons à notre troisième grande étape, c'est l'après-traitement qui va concrètement coïncider finalement pour le malade à ce qu'on appelle la reprise du travail, la réintégration professionnelle. Alors là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a à la fois l'idée de tourner la page de la maladie, mais néanmoins, on se rend compte que la maladie, elle reste malgré tout encore présente dans cette réintégration du travail. Quoi qu'il en soit, le malade, il aura une nouvelle vision de la vie avec ce qui lui est arrivé. Et effectivement, on verra là encore à cet endroit-là des craintes et des incertitudes. Tourner la page de la maladie, ça implique quoi ? Pour le malade, bien entendu, une envie de reprendre une vie normale, entre guillemets. Une vie normale, c'est-à-dire retrouver finalement le monde des bien portants, sortir du monde des malades. Mais cette nouvelle vision de la vie, ça implique finalement que
Pour le malade, c'est pas aussi facile que ça de se reconnaître dans une nouvelle réalité économique, de rendement, de performance, de chiffre, de productivité. Les priorités ne sont plus les mêmes. Je vous rappelle qu'il avait des angoisses quand même assez importantes, que les angoisses vitales sont vraiment mises à mal. Donc là, effectivement, vu tout ce par quoi il est passé, dans une logique d'entreprise, il peut y avoir un peu un décalage, quoi. Difficulté pour lui de laisser derrière soit la maladie, parce qu'il a des séquelles, parce que la chirurgie est mutilante, parce que les traitements, effectivement, peuvent aboutir à des pertes, par exemple, de motricité, de mobilité, niveau psychologique aussi. Il y a cette épée de Damoclès qui, d'un seul coup, vient surgir une fois que tous les traitements sont terminés, que normalement, on devrait reprendre une vie normale, mais d'un seul coup, l'épée de Damoclès rôde. Concernant les craintes et incertitudes liées à la reprise, donc ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est finalement des questionnements autour des capacités physiques et mentales que la personne aurait ou n'aurait plus pour faire face à son ancien rythme de travail. Alors ça, c'est pareil, ça va être complètement dépendant de l'ambiance au travail et de son investissement et implication au préalable, comme je vous l'avais dit. On voit fréquemment des angoisses quand même importantes de retomber dans un stress professionnel qui induirait un risque de rechute. Il y a vraiment la notion de « je ne veux surtout pas me retrouver dans la situation que je viens de vivre, donc comment faire pour être dans la prévention, pour m'économiser et pour ne pas retomber ». Donc finalement, pour ce salarié qui est dans une démarche de réintégration professionnelle, finalement, qu'est-ce qui se passe pour lui? À la fois, bien entendu, il a besoin d'être reconnu comme les autres, à travers sa personnalité et ses capacités professionnelles, besoin de ne plus être catégorisé comme malade. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de tourner la page. Mais en même temps, il a besoin que son parcours difficile et éprouvant soit reconnu et pris en compte. Je ne suis ni comme avant, ni comme les autres. Et il est face à cette double injonction, finalement, qu'on va appeler effectivement de l'ambivalence, qu'on peut résumer ainsi: je ne suis ni tout à fait comme avant, ni tout à fait comme les autres, mais quand même. Et là, c'est un peu compliqué, effectivement, au démarrage, de gérer tous ces sentiments-là en même temps. Pour le malade, la reprise du travail, elle est importante à plusieurs points de vue. J'en ai listé quelques-uns, ça peut aller beaucoup plus loin. Avant tout, il s'agit pour lui de retrouver une place dans la société, d'être actif. Il s'agit de retrouver des repères de rythme de vie, avoir une raison de se lever le matin, avoir des horaires, de se décoller évidemment de son statut de malade. Et la reprise va nécessiter finalement pour lui, encore une fois, une adaptation à un nouvel environnement, c'est-à-dire qu'il va devoir réapprendre à réajuster progressivement ses capacités au monde du travail. C'est ce que je vous disais au niveau de s'économiser tout en s'investissant. Et il va devoir apprendre à ajuster son rythme. Tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est là aussi pour accompagner les personnes progressivement à cet état. Si on se place du côté de l'entreprise, de l'autre côté du miroir, pour l'entreprise, au sens large, le retour du salarié, forcément, va coïncider, synonyme de fin de la maladie. Si le salarié revient, c'est donc qu'on est sorti de la maladie. Or, je vous disais, c'est pas aussi simple que ça pour le salarié. Donc là, on est déjà dans une espèce de malentendu et de décalage qui va se traduire très clairement par des réactions d'incompréhension face aux besoins et attentes exprimés par le collègue de retour. Des incompréhensions face aux réactions de ce collègue et parfois une facilité à poser des étiquettes. Je vous explique. Finalement, ce salarié, ce collègue qui revient, s'il revient, c'est qu'il est en forme. Et d'ailleurs, il a très bonne mine. Donc, il n'a pas intérêt à dire qu'il est trop fatigué, parce qu'il a bonne mine et que, limite, il était en vacances depuis déjà quelques mois. Et que pendant ce temps-là, peut-être,
les autres ont eu des difficultés dans le travail, etc. Donc il ne va pas devoir trop la ramener, entre guillemets, à dire qu'il est fatigué, que là il ne peut pas, que là, etc. Donc là on est vraiment dans des réactions d'incompréhension, finalement avec un abîme entre ce qu'a vécu le patient pendant tout son parcours de soins et puis le retour qui lui en est fait. Donc nous on est vraiment là pour créer des passerelles entre le patient et l'entreprise pour arriver à comprendre ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Donc on va essayer de permettre finalement à l'employeur, aux collègues, aux responsables, aux DRH, on va essayer de les aider à comprendre ces conditions de retour et que c'est pas parce qu'il revient que c'est la fin de la maladie et que tout est aussi simple que ça. On va les aider à faciliter les temps d'adaptation du collègue, on va leur mettre un peu des outils pour qu'ils puissent réguler à nouveau le travail d'équipe. Au niveau des enjeux de la reprise, je vous ai fait une petite fiche un peu synthétique pour vous expliquer ce qui se passe de part et d'autre. D'un côté, nous avons un salarié qui est donc dans une démarche de reprise, de réintégration professionnelle. Je vous le disais, les symptômes sont encore présents à la reprise, même s'il est apte à revenir, les symptômes sont présents, notamment la fatigue qui peut durer longtemps, 1 an voire 2 ans pour certains. Les douleurs séquelaires qui sont très fréquentes, avec effectivement peut-être des pertes en termes de gestuelle, des troubles du sommeil, de l'anxiété, tout ça c'est des choses qu'on voit vraiment en tableau très très fréquent. Un sentiment d'être hors circuit, forcément quand on est déconnecté pendant 1, 2 ou 3 ans, on arrive un peu avec l'impression d'être un cheveu sur la soupe. Donc sont associés des sentiments de confiance en soi qui diminuent, perte d'estime de soi, voire idée d'autodépréciation. C'est des choses qu'on voit systématiquement à la reprise du travail. Du côté de l'entreprise, bien entendu, la vie a continué pendant que le salarié n'était pas là. Donc, durant 1 an, 2 ans ou 3 ans d'arrêt maladie, l'environnement professionnel, il a été modifié nécessairement, qu'il s'agisse du fonctionnement, des procédures ou des logiciels. La vie a continué sans le salarié. Donc, l'entreprise n'est plus la même qu'au départ du salarié. Donc, ce qui va accroître encore ces sentiments d'être hors circuit, de manque de confiance en soi, de plus avoir les capacités pour faire face. Qu'en est-il également du remplaçant? Ça, c'est une question qu'on évoque très largement avec les entreprises. Est-ce que la charge de travail a été dispatchée auprès des collègues? C'est-à-dire que pendant un temps donné, les collègues se sont ramassés double travail, avec pas de double prime, mais voilà, et pas forcément double merci. Donc, est-ce qu'on ne va pas se venger sur ce collègue qui n'était pas là et qui était en vacances, c'était cet arrêt qui a duré éternellement. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, qui sont compliquées. Ou est-ce qu'on a recruté quelqu'un pour remplacer la personne absente, Mais de ce remplacement-là va se décliner effectivement des difficultés ou des facilités particulières à réintégrer le salarié. On ne peut pas le négliger. On continue sur les enjeux. Du côté de l'entreprise, qu'il s'agisse des collègues ou des responsables, on l'évoque ensemble. C'est vrai que très souvent, finalement, malgré tout le travail qu'on fait auprès du salarié, nous, dans notre accompagnement pour l'aider à réintégrer son emploi, on se rend compte que du côté de l'entreprise, finalement, le regard a changé. Pour plein de raisons, parce que c'est de l'ignorance, parce que c'est de la méconnaissance, parce que c'est de la gêne, parce que c'est de la peur finalement. Cette personne qui a été arrêtée pour un cancer du sein, je me rends compte, elle a mon âge, c'était ma collègue avec qui je m'entendais bien, et finalement est-ce qu'elle ne va pas me porter malheur aussi à avoir ça alors que je me sentais très très éloignée de tout ça. Donc de toute façon, on peut être vraiment dans un changement de regard, des sentiments parfois d'envie, de jalousie et d'hostilité, par rapport à ce mi-temps thérapeutique qui permet de ne pas trop travailler, ou de cet aménagement de poste qui permet d'être un privilégié. On a des choses comme ça. On a des réactions d'indifférence aussi, finalement, on fait comme si la personne était partie la veille. Donc ce besoin d'être reconnu, comme je vous le disais, dans son parcours, là, c'est complètement annulé. Voilà. D'où sentiment pour le salarié, parfois de grosses désillusions sur l'idée qu'il se faisait de ce retour.
Au niveau des enjeux, on a aussi tous nos salariés qui sont hyper motivés de reprendre le travail parce qu'ils en avaient envie, parce qu'ils aimaient leur cadre de travail. L'épreuve leur a donné une force intérieure, une maturité. Ça se passe bien du côté de l'entreprise, tout le monde est content, joie de se retrouver en équipe. Et puis, je vous disais, fonction de la charge de remplacement, diminution de la charge de travail. Pour conclure, je vous donnerai juste quelques chiffres pour illustrer mon propos. Donc, ça a été écrit par l'INCa avec l'Institut Curie. 80% des patients reprennent une activité dans les 2 ans qui suivent le diagnostic, donc c'est pas mal. 27% ont continué à travailler pendant la maladie. À la reprise, 61% évoquent une fatigabilité importante, 14% des douleurs, 33% des troubles de la mémoire et de la concentration. 20% de ces salariés disent avoir été pénalisés à cause de leur maladie, discrimination, placardisation. Dans les 20%, je ne mets même pas ceux qui ont été licenciés. Ils ne sont pas dedans. Là, c'est juste ceux qui ont été victimes de discrimination et de placardisation. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Je vous remercie. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut éventuellement avoir des réponses. En fait, je n'ai pas de questions, je voudrais vous féliciter pour ce magnifique travail qui à la fois correspond à l'entreprise mais correspond à la société au quotidien en fait pour les malades. Et que c'est vrai que la Ligue et Madame Godet avaient demandé qu'il y ait dans le plan Cancer 3 la continuité de la vie. On s'inscrit justement dans cet accompagnement-là. Et c'est vrai que les malades vous le disent et vous le redisent, ils ne sont plus jamais comme avant, plus jamais, mais ils veulent quand même être dans la société et dans la vie. Et donc ils sont encore vivants. Et je crois que ce magnifique travail auprès de l'entreprise, c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Donc bravo, et puis il faut continuer comme ça, c'est bien. Alors, pour conclure, dans le dernier plan cancer, il y a une remarque, une annotation que je trouvais assez extraordinaire et qui, j'espère, se répercutera sur tous les plans qui aura trait au cancer. C'est sur une mesure qui parle de l'emprunt et des assurances. Ce plan cancer demande ce que le gouvernement a appelé le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'une personne ne porte pas la croix pendant tout le reste de sa vie, le fait d'avoir eu un cancer, en matière d'emprunt et en matière d'assurance. Sachant que si les négociations avec les compagnies d'assurance et les banques n'aboutissent pas, une loi sera mise en place. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que le droit à l'oubli, il soit pour tout le reste, en matière de cancer, aussi bien professionnel qu'autre chose, amical, parfois sentimental.